Je m'appelle Jeremy Wade. Je suis pêcheur extrême et détective en eau douce. Cela fait des années que je traque des créatures qui s'acharnent à rester dans l'ombre. Ce n'est pas la taille qu'elles font qui m'intéresse, mais le danger potentiel qu'elles représentent. Aujourd'hui, je suis en Asie du Sud-Est, sur la trace d'une créature qui laisse derrière elle un nombre impressionnant de victimes défigurées. Quel est l'animal qui se cache derrière ces attaques? Il s'est vidé de son sang. Pour le découvrir, je me rends dans un endroit où l'horreur a laissé des traces, vers un fleuve qui abrite son lot de monstres. On l'appelle l'Amazone de l'Asie du Sud-Est. C'est un fleuve où l'on découvre régulièrement de nouvelles espèces. Il dévale les hauts plateaux du Tibet pour couper en deux l'Indochine vers un pays qui pendant des années s'est complètement coupé du monde entier. Le Cambodge fut autrefois l'épicentre d'un puissant empire médiéval. Les ruines qui témoignent de cette civilisation disparue exhibent fièrement les images sculptées de géants aquatiques. Les bas-reliefs qui ornent le temple d'Angkor Wat dépeignent des poissons si grands qu'ils pouvaient avaler des cerfs, et en si grand nombre que les bateaux n'arrivaient pas à les éviter. C'est dans ces eaux remplies de monstres que des baigneurs et des pêcheurs se sont fait sauvagement mutiler. Il y a beaucoup de témoignages d'agression, mais j'ai mis le doigt sur un fait divers particulièrement sordide. Il s'agit d'un adolescent à la pêche. Il relève son filet quand soudain une violente douleur l'étreint au niveau de l'aine. La blessure teinte l'eau rapidement de son sang. Quand le garçon réussit à se hisser hors de l'eau, il découvre qu'il lui manque une partie de son appareil génital. Elle a été découpée comme si l'agresseur s'était servi d'un couteau. Et le coupable est introuvable. Il n'y a que peu de détails, mais j'ai déjà enquêté sur des incidents de ce genre. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, le pacu, un végétarien inoffensif issu de l'Amazone et introduit sur place, est devenu l'émasculateur après s'en être pris aux testicules de plusieurs personnes. Et je n'exclus pas d'autres suspects plus imposants. En Argentine, le dorado s'en est pris de la même manière à un jeune garçon. Aux dernières nouvelles, on ne trouve aucun des deux poissons que je viens d'évoquer au Cambodge. Je ne sais donc pas ce que je vais y trouver. Mon enquête commence à Phnom Penh, la capitale du Cambodge. Le nouvel an cambodgien vient de se dérouler. Il y a 39 ans, la fin du Nouvel An a coïncidé avec l'arrivée en ville des milices Khmer rouges. C'est ainsi que débuta l'un des pires génocides de l'histoire moderne. 4 ans après l'arrivée au pouvoir des Khmer rouges, 1 million de personnes avaient trouvé la mort, soit plus d'un quart de la population du moment. Les vestiges macabres de ces temps maudits sont omniprésents. On voit beaucoup de gens qui ont perdu des membres. C'est l'œuvre des mines antipersonnelles. Pendant ces années de folie meurtrière, le régime Khmer a enterré un nombre incalculable d'explosifs sous terre. Malheureusement, une bonne partie d'entre elles est encore là, surtout dans les zones rurales. Et c'est précisément là que je vais. Voici le plus vieux marché de Phnom Penh. C'est là qu'atterrissent tous les poissons du pays. Je l'arpente pour trouver les fameuses mâchoires qui auraient découpé la chair humaine. Celui-là? Ok, d'accord. Non, je voulais savoir son nom. Elle m'a dit combien ça coûtait.
La plupart des poissons que je trouve sont des nouveautés, mais j'en connais tout de même quelques-uns dans le lot. Si je ne me trompe pas, ce sont des poissons-chats marcheurs. Ils peuvent vivre en dehors de l'eau. Il faut faire attention parce qu'à l'instar de tous les poissons-chats, leur nageoire pectorale cache des aiguillons acérés. Il m'a piqué. Je voudrais voir leurs dents. Elles sont comme du papier de verre, comme la plupart des dents qu'on retrouve dans la bouche des poissons-chats. Elles sont plus faites pour agripper que pour blesser. Ces poissons ne peuvent pas entailler la chair de leur proie. C'est pour ça qu'on dit que ce sont des poissons marcheurs. Ils se servent de leurs aiguillons pectoraux comme de béquilles pour traverser sur de courtes distances entre deux cours d'eau. Je retrouve aussi un vieil adversaire. Je le reconnais, il est encore vivant. C'est un snakehead. Je me suis déjà frotté à ces monstres. De l'autre côté de la frontière, en Thaïlande, ces poissons faisaient preuve d'une agressivité incroyable et s'en prenaient aux hommes. Ces dents ne sont pas faites pour trancher, mais pour scier. Quand le poisson secoue la tête, elle découpe la chair. Mais elle ne tranche pas. Les blessures dont j'ai entendu parler étaient propres, d'une précision chirurgicale. Ils ne sont pas responsables. Il y a beaucoup de snakeheads sur les étals et beaucoup d'autres poissons que je ne connais pas, comme des poissons-chats et d'autres sous-espèces. Il y a des prédateurs dans le lot. Qu'est-ce que c'est? Mais aucun de ces poissons n'est en mesure de lacérer la chair. Est-ce qu'il y a des animaux avec de grandes dents ici? Il dit qu'il y a des crocodiles. Ils ont des mâchoires très puissantes, mais leurs dents sont faites pour déchirer. Elles ne coupent pas. Je me mets alors en quête de ceux qui se sont fait attaquer. Avez-vous entendu parler de gens qui se sont fait mordre dans l'eau? Elle dit que le seul poisson qu'elle connaît qui pourrait faire ça, c'est le snakehead. C'est tout ce qu'elle sait. Je n'ai trouvé ni suspect ni victime au marché aux poissons. Cela dit, je sais maintenant que les poissons du marché proviennent des coins les plus reculés du pays. Je dois quitter les zones urbaines pour débusquer le coupable de ces agressions. Même si je découvre à peine le Cambodge, j'ai déjà exploré le cours supérieur du Mekong lors d'une aventure que je ne suis pas prêt d'oublier. J'ai toujours eu du mal à me sentir à l'aise dans les zones les plus reculées de cette région du monde. J'ai exploré le Mekong, là où il devient la frontière entre la Thaïlande et le Laos. On m'a même arrêté et accusé d'être un espion. J'ai dû quitter le territoire en catastrophe. C'est arrivé en 1984. Et les choses ont changé depuis. Mais je me sens encore menacé quand je viens ici. Ce fleuve est bien plus traître qu'il n'en a l'air. Des tourbillons peuvent se former en un instant et il est impossible de s'ancrer avec un courant pareil. Le seul moyen de s'immobiliser est de s'arrimer à l'un des piliers de béton qui jalonnent la voie navigable comme des pierres tombales. Dans le fleuve, les prédateurs chassent au fond et se servent du courant à leur avantage. Bon, j'ai l'impression qu'on est au bon endroit. Le courant est assez fort de part et d'autre. Il y a une belle cassure. Le fond passe de 4 mètres à 20 mètres devant nous. C'est le genre d'endroit où la nourriture se dépose au plus profond de la fosse. Il faut que ma plombée puisse passer à travers la veine de courant. Je me sers de morceaux de métal rouillés pour y arriver. Avec un peu de chance, j'arriverai à toucher le fond. J'ai attaché ça à un brin cassant. Si jamais j'accroche au fond, le brin cédera avant le corps de ligne et je récupérerai ma ligne. J'ai un bon pressentiment. L'appât est en place.
Je suis sûr qu'il y a des prédateurs au fond de cette fosse. L'eau est trouble et il n'y a aucune visibilité. Il n'y a qu'un seul moyen de savoir ce qu'elle cache, attendre que ça morde. On m'a dit qu'il y avait aussi des obus au fond du fleuve. Personne ne sait combien il y en a et ils n'ont jamais été localisés. Pendant la guerre du Vietnam, des milliers de tonnes d'explosifs ont fini au fond du Mekong. Certaines bombes attendent encore d'exploser au fond du fleuve. Il y a quelque chose, il y a quelque chose. Je remonte ma ligne et le poids de ce qui est au bout fait plier ma canne comme un élastique. Ça vient, je ne sais pas ce que c'est, mais ça vient doucement. On va bientôt voir ce qu'il y a au bout. C'est un arbre mort. Oui, j'ai déjà ramené des branches mortes, mais c'est la première fois que je suis aussi soulagé d'en avoir pris une. Il y a des obus partout autour de nous sur le lit du fleuve. Si j'en avais ramené un, j'aurais pu perdre un bras ou même une jambe. Je continue à pêcher et les résultats sont toujours aussi décevants. La force du courant déplace une nuée d'obstacles au fond du fleuve et je les attrape tous les uns après les autres. Je ramène assez de bois mort pour faire un feu et les poissons sont introuvables. L'appât est intact. Il n'a pas été touché et ça fait un bout de temps qu'il était dans l'eau. Ce n'est pas normal de pêcher aussi longtemps et de n'avoir aucun résultat. Cette portion du fleuve a l'air dépourvue de poissons. Je change mon fusil d'épaule. Si j'arrive à trouver une victime, je pourrai comprendre qui s'en est pris à elle et trouver son agresseur. Est-ce que vous avez entendu parler de gens agressés dans le fleuve? Non? Rien de tout ça? OK. Le Mekong est une autoroute aquatique qui relie des centaines de communautés frontalières. Le téléphone arabe disperse les nouvelles à la vitesse de l'éclair. Si des attaques se sont produites par ici, les gens en ont forcément entendu parler. J'ai toujours demandé des informations aux habitants des fleuves, mais ici, je me sens mal à l'idée de le faire. Ici, plus d'1 million d'habitants sont morts à cause du régime Khmer. Je finis par tomber sur un homme, Monsieur Lung. Son frère s'est fait attaquer. Il était à la pêche avec un ami près du village. La partie de pêche se déroule bien, il arrive même à harponner un poisson. Au moment de le saisir, quelque chose l'attaque. Quand il sort la tête hors de l'eau, le sang coule à flot du côté droit. Ce n'est que lorsque son ami réussit à le hisser à bord de la pirogue qu'il se rend compte qu'une partie de l'oreille a été sectionnée. Je suis frappé par un autre détail qui me rappelle immédiatement les autres témoignages. En observant l'oreille mutilée de son frère, ils se sont rendus compte qu'elle avait été proprement découpée. Le témoignage de M. Lung confirme que le fleuve cache bel et bien un animal aux dents semblables à la lame d'un scalpel. C'était ce dont j'avais besoin pour me remettre à chercher. Je possède bien peu d'informations sur ce mystérieux mutilateur. Je ne sais ni sa taille, ni son identité. Je sais juste qu'il est carnivore.
Pourtant, après 2 jours de pêche, il n'a toujours pas eu envie de goûter à mon appât. On dirait qu'il n'y a aucun poisson par ici. Pas de proie, pas de prédateur. Soit je suis au mauvais endroit, soit le poisson se montre extrêmement méfiant. Il reste une piste à explorer. Les renseignements sont souvent enchâssés dans un folklore local tenace. Je trouverai peut-être d'autres preuves en étudiant la mythologie de ce pays vieux comme le monde. Le bouddhisme est au centre de la culture cambodgienne. Il entretient des liens étroits avec la nature. Les moines sont des porteurs de savoir. Ils sauront m'en dire plus sur le fleuve et ses habitants. Dans ce temple, au bord du fleuve, des cobras aux allures d'hydre et une ménagerie d'animaux fantasmagoriques m'observent en silence. Je me demande si l'un d'entre eux pourrait être relié à un véritable animal aquatique. Le frère Teng Vuti me parle d'un habitant du fleuve dont la vilaine morsure est célèbre. Ces syllabes ne veulent rien dire pour moi, mais les moines hébergent à côté du temple l'un de ces mystérieux animaux. Teng Vuti m'assure qu'il est capable de briser des os d'un seul coup de mâchoire. Nous nous approchons pieds nus de son repère. Est-ce de la témérité ou de la folie pure? Il est là. Je ne vois rien du tout. Quand le moine réussit enfin à capturer l'animal en question, je le reconnais du premier coup d'œil. C'est une tortue à carapace molle. Elle ressemble beaucoup à celle que j'ai vue en Inde. Elle a failli m'arracher la main. Je suis sur mes gardes. Ses griffes sont acérées. Mais c'est son bec qu'il faut surveiller. Il est fait de 2 lames d'os aiguisées comme des rasoirs, et les mâchoires de l'animal peuvent sectionner des membres. On dirait une pince, monseigneur. Il vaut mieux se tenir à bonne distance de sa gueule. Cette espèce de tortue cambodgienne peut devenir plus grosse que moi. Même les petits spécimens infligent d'horribles blessures. Je n'aurais jamais cru que cette chose se trouve à nos pieds. Ce serait facile de marcher dessus et de se faire mutiler. Cependant, la raison même pour laquelle on trouve cette tortue ici m'indique qu'elle ne peut être tenue responsable des attaques. Ce bassin leur permet de se reproduire. Cette espèce est sur le point de disparaître. Ces tortues sont aujourd'hui trop rares pour être derrière toutes les attaques dont on m'a parlé. C'est donc une fausse piste. Le programme de sauvetage des tortues à carapace molle m'a donné une idée. Je connais un endroit où je peux étudier ce qui rôde sous la surface boueuse du Mékong. C'est un lac de l'autre côté de la frontière où se cache la majorité des monstres du Mékong. Ils y sont protégés. Je veux voir si l'un d'entre eux peut infliger ces blessures si caractéristiques. Je déploie tout mon matériel. 3 cannes couvrent beaucoup de terrain. Mais rien ne bouge. Tout est calme, les appâts sont posés sur le fond et il n'y a pas d'activité. Je me demande si les poissons ne sont pas entre 2 eaux. Je vais placer un appât à ce niveau pour vérifier ma théorie. Le vent va le déplacer. La tactique vient à peine d'être éprouvée que la première touche survient.
Et vu la quantité de fil qui sort du moulinet, l'animal sait se défendre. C'est un poisson-chat à queue rouge asiatique. On voit tout de suite d'où il tire son nom. Il ressemble à son cousin amazonien, mais il est plus terne que lui. C'est un poisson carnivore. Ses barbillons lui permettent de trouver facilement sa nourriture. Ce poisson est un prédateur, mais sa gueule indique clairement qu'il ne peut être tenu responsable de ce qui s'est produit. Il possède les dents en râpe de la plupart des poissons-chats. Elles peuvent érafler, mais elles ne pourraient jamais découper quoi que ce soit. Il n'est pas l'auteur des blessures dont on a entendu parler. J'ai les doigts dans sa bouche, vous pouvez voir qu'il n'y a aucun danger. Je suis content de voir enfin un poisson, mais je suis loin d'avoir bouclé l'enquête. Toutes les lignes sont tendues. Je m'assois et j'attends à nouveau. Cinq minutes se sont écoulées. Un nouveau départ secoue l'une des cannes. Ça mord sur le bouchon. Le départ est fulgurant, c'est un gros poisson. Dès qu'il approche de la surface, il s'affole et repart de plus belle. Le voilà. C'est un petit spécimen. La carpe de Siam peut dépasser 3 mètres et faire plus de 300 kilos. J'espère qu'elle va se tenir tranquille quelques minutes. Sa bouche est tournée vers le haut. Je ne suis pas étonné qu'elle ait mordu entre deux eaux. Son poids est impressionnant, mais sa bouche est complètement dépourvue de dents. C'est un poisson paisible. Elle ne s'attaque pas aux gens. Elle est vraiment... J'allais dire qu'elle était très belle. Cet herbivore ne possède pas les qualités d'un super prédateur. Je l'enlève de la liste des suspects. Je décide d'accélérer le mouvement. Une pluie de croquettes aux poissons et à la viande devrait attirer un carnivore sur mes lignes. Un autre poisson mort. Il a l'air bien plus gros que le précédent. Il part à l'autre bout du lac. Je m'avance dans l'eau pour être sûr que la ligne ne se prenne pas dans un obstacle. Il est lourd et il ne veut pas se montrer. Quand j'ai l'impression qu'il va céder, il repart de plus belle. Est-ce que ce poids lourd pourrait être le mystérieux mutilateur du Mekong? Tant que mes pieds sont fermement plantés dans la vase, je vais reculer un peu. Je ne crains rien. Mais il repart encore vers le large. Il a maintenant l'avantage. Je touche à peine le fond. « 40 minutes s'écoulent avant que je ne réussisse à reprendre le dessus. On va le voir. Le voilà, regardez, il est à la surface. Ce poisson est l'un des plus grands poissons d'eau douce du monde. C'est un poisson-chat du Mekong. Il est si lourd qu'on arrive à peine à le soulever. Sa puissance est phénoménale. Je ne lui connais pas de rival en la matière. Son énorme nageoire caudale et sa musculature impressionnante lui confèrent une force peu commune. Pendant quelques instants, j'ai cru qu'il allait me tirer vers le milieu du lac. Le poisson-chat géant du Mekong peut dépasser les 300 kilos, mais il n'est en aucun cas responsable d'attaques sur le genre humain. Je ne vois pas dedans. Si je place ma main dans sa gueule, je ne sens rien.
Même si ce poisson a dévoré un appât qui sentait très fort le poisson, ce qui est assez inhabituel compte tenu qu'il s'agit d'un herbivore, il ne pourrait en aucun cas sectionner ou trancher les membres d'un humain. Il a beau être énorme, ce géant est tout aussi inoffensif qu'une carpe ou une tortue en voie de disparition. Je pêche encore 2 jours sur le lac. Malheureusement, il ne m'offre pas le moindre indice concluant. Il faut continuer l'enquête et je décide de retrouver une des victimes du Mekong. Je retourne au village du frère de Monsieur Lung, là où il s'est fait attaquer. Il faut remonter le fleuve. Avez-vous entendu parler d'attaques sur le fleuve par ici? Non, rien? Ok, merci. Je sais qu'un animal s'en prend aux êtres humains qui nagent dans le fleuve, mais je n'ai aucune idée de l'endroit où il se cache, ni de quoi il s'agit. Ma ténacité finit par payer. Cet homme n'a jamais été attaqué, mais il connaît une victime et m'indique où la trouver. Il s'agit d'un jeune homme, Sok Heng. Il vit dans une zone pauvre, le bidonville de Kandal. Tous ces gens gagnent moins d'$1 par jour et les étrangers sont rares dans le coin. Je n'ai pas l'impression d'être le bienvenu. Quand j'arrive sur le pas de sa porte, Sok accepte de me raconter son histoire. Pouvez-vous me dire ce qui est arrivé exactement? Plus je l'écoute et plus je me dis que ce qu'il a vécu est ce qui m'a amené ici au Cambodge. Ça s'est passé dehors, derrière sa maison. Il portait une sorte de tissu autour de sa taille, un sarong. Ils appellent ça un krama ici. Beaucoup de pêcheurs portent le krama pour aller dans l'eau, mais ils ne portent rien dessous et ils s'exposent malgré eux. Sok relève le filet qu'il avait tendu à côté d'une maison flottante. Soudain, il ressent une vive douleur à l'entrejambe. Lorsqu'il arrive à l'hôpital, il découvre l'étendue des dégâts. C'était tranché net et la blessure était propre. L'animal lui avait découpé un morceau de testicule. En quelques secondes, c'était fait. Sok n'a pas vu son agresseur. Il a disparu aussitôt après avoir attaqué. Quel que soit l'agresseur, il l'a mordu et il s'est enfui. Je suis sur le chemin que Sok a emprunté pour arriver au bord du fleuve. Il y a tellement de choses dans l'eau, des végétaux, des branches, des bateaux, des câbles. J'aimerais bien pêcher là, mais je perdrais tout mon matériel. Il y a trop d'obstacles. Il vaut mieux que j'aille rejoindre un de ces pêcheurs au filet, histoire de voir ce qu'il attrape. Monsieur Lee a tendu un filet à l'endroit même où Sok s'est fait attaquer. J'aimerais examiner le résultat de sa pêche pour découvrir quel genre de poisson vit ici, mais il faut aller dans l'eau. Il me recommande de porter un krama pour aller dans l'eau, et je vais le faire parce que c'est ce que tout le monde fait ici.
J'ai conscience que c'est ce que Sock portait quand il s'est fait attaquer par cet animal. Le Krama ne protège de rien. C'est vaseux, je m'enfonce. Il y a plein d'obstacles sur le fond. Voilà ce qu'on trouve au fond. J'aimerais ne pas marcher dessus. Il y a même un tube cathodique là. Ce n'est pas amusant du tout, cette pêche. Il doit faire ça tous les jours. Les fines mailles du filet piègent tous les poissons qui passent par là. J'espère que celui qui a attaqué Sock s'y trouvera. Oh, ça c'est intéressant. Très intéressant même. C'est un Thai Charp. Il ressemble énormément au pacu amazonien. Le pacu, ce poisson qui s'en prenait aux parties génitales des pêcheurs, les confondant avec des noix. Est-ce que ce poisson-là opère de la même façon? S'il y a des spécimens plus gros, leur morsure doit être assez douloureuse. Mais les dents de ce poisson sont irrégulières. La blessure ressemblerait plus à une déchirure. Je scrute avidement le reste du filet à la recherche d'autres poissons. Il y a plusieurs espèces dans ce saladier. Même si certains poissons sont équipés de dents, je ne vois rien de tranchant au point de découper proprement un testicule humain. Bon, il est temps de sortir de là. Les eaux jonchées d'ordures m'amènent à penser à la forme de l'agresseur. Pour se déplacer à travers cette zone remplie de débris, l'agresseur devait être de taille modeste, comme les piranhas ou serpentiformes. Un animal corpulent se ferait prendre dans les filets et n'arriverait pas à nager au milieu des obstacles. Qui a bien pu émasculer ce jeune homme? Les poissons n'ont pas besoin d'être gros pour infliger de terribles blessures. Le piranha à ventre rouge en est la preuve ultime. C'est l'un des prédateurs les plus voraces du monde. Le mutilateur du Mekong pourrait être l'équivalent cambodgien de ces petites machines à tuer. Je me dirige vers une zone un peu plus profonde pour éviter les innombrables débris. J'ai l'intuition que ce monstre n'est pas vraiment gros. Je me sers de matériel plus léger. Mais s'il est capable de trancher certaines parties de l'anatomie de façon aussi propre, il n'aura pas de mal à couper mon fil. Je me sers donc d'un bas de ligne en acier pour éviter ça. C'est quasiment le même montage dont je me sers pour prendre des piranhas. Ça devrait fonctionner. Cette fois, je suis au bon endroit, mais le fleuve n'a pas l'air de vouloir coopérer. C'est Ko Sen, mon capitaine, qui finit par m'apporter la preuve qu'il me fallait, et pas le fleuve. Il me parle d'un animal capable de découper les mailles de son filet sans le moindre effort. C'est un filet assez résistant. On dirait que les mailles ont été coupées avec des ciseaux ou des tenailles. L'objet devait être très coupant. Ce n'est pas arraché, c'est coupé net. Ko Sen sort alors quelque chose d'inattendu. Le squelette du poisson qui s'en prend à ses filets. Je le reconnais aussitôt. C'est un tétraodon. Ce poisson peut se gonfler quand il est attaqué et il a l'air relativement amical. Ne vous méprenez pas, c'est l'un des animaux les plus venimeux qui soit. La toxine contenue dans son corps est plus mortelle que le cyanure. Elle tue un homme en moins de 20 minutes. Mais il faut le manger pour en mourir. Je ne savais pas que ce poisson s'attaquait aux hommes.
Ses mâchoires en forme de cisaille prouvent qu'il peut, comme les piranhas, découper de gros morceaux dans la chair d'un plus gros animal. C'est un petit spécimen, mais sa mâchoire est impressionnante. Ses 4 dents en forme de lame agissent comme une guillotine miniature. Kosen me raconte alors que ce n'est pas ici que ses filets ont été abîmés, mais dans un petit lac, Tonle Sap. Il grouille de poissons globes. Les gens savent maintenant que j'enquête, et avant même que j'aie le temps de quitter le bidonville, un homme m'approche. Sam Ao a aussi une histoire à me raconter. Il se souvient encore du poisson globe qui l'a attaqué quand il était petit. Il avait environ 14 ans et il nageait avec des amis dans le fleuve. Sam s'amuse à faire de l'apnée. Le poisson le mord en plein visage. Ça saignait énormément. Son père arrive et stoppe l'hémorragie. Ça l'a presque rendu aveugle. Il me parle alors d'une autre attaque encore plus sinistre. Je me disais qu'être presque aveugle d'un œil, c'était de la sauvagerie, mais ce n'est rien à côté de ce pêcheur vietnamien dont il me parle. L'homme relevait ses nasses quand un poisson l'a mordu à la jambe. Il réussit à sortir de l'eau, mais il a perdu tellement de sang qu'il succombe à l'hémorragie. Il dit qu'il a vu le corps et la blessure était si propre et si profonde qu'elle avait sectionné une des grandes artères. Je suppose que la morsure avait atteint l'artère poplitée qui se trouve derrière le genou. En voyant la blessure, les témoins n'eurent aucun doute. Le poisson globe était responsable de l'attaque. Et c'était ses dents qui avaient tué cet homme, pas son poison. Sam Ao confirme ce que le batelier m'a déjà dit. Le meilleur endroit pour attraper des poissons globes, c'est le lac Tonle Sap. Un canal relie le Mekong au lac Tonle Sap. C'est le plus grand lac naturel d'Asie du Sud-Est. Lors de la mousson, sa superficie enfle jusqu'à atteindre 16 000 km². Les poissons qui vivent en grand nombre dedans nourrissent des millions de personnes. Plus des 3/4 des captures en eau douce proviennent de ce lac qu'on appelle le cœur battant du Cambodge à certains endroits. Et je découvre que les histoires d'attaques de tétraodons sont légion. Il dit qu'il y en a beaucoup et que beaucoup de gens se font mordre tous les ans. 5 personnes se font mordre chaque jour. Ces derniers mois, c'est la pire des saisons. Plus d'une centaine de gens se sont fait mordre. Chaque foyer a son histoire à raconter. Le prédateur n'épargne personne. La blessure de cet homme est encore purulente. C'est arrivé il y a 10 jours. Il a fallu qu'il arrache le poisson pour qu'il lâche prise. Ce lac a l'air de grouiller de ses petits agresseurs. Les gens qui habitent ici ne peuvent y échapper. Leur survie dépend de l'eau et de ce qui y vit. Et à chaque fois qu'ils s'y baignent, ils jouent à la roulette russe. C'est peut-être là que je pourrais attraper à la ligne l'un de ces monstres à gueule d'ange.
Ils ne s'intéressent pas à mon appât. Je sais qu'ils sont là. Les gens se sont fait mordre partout autour de nous ces derniers jours. Ils n'ont pourtant pas l'air de vouloir manger. J'étais parti du principe que les attaques avaient pour unique but de se nourrir, de manger. Peut-être que ces poissons n'agissent que pour se défendre quand on les dérange. Si c'est le cas, je peux attendre encore longtemps. Je n'attraperai rien. On dirait que le seul moyen de voir cet animal, c'est d'accompagner les pêcheurs au filet et faire comme eux. Ces gens savent que le poisson globe les menace. Ils acceptent volontiers que je les accompagne pour le reste de la journée. Il vient de me montrer une morsure toute fraîche. Parfois, ils mordent le filet. Si on ne fait pas attention en les manipulant, ils vous mordent. Ils sont en train de mettre le filet à l'eau. L'un des deux bateaux le déploie en arc de cercle. Ensuite, les deux bateaux se rejoignent et ils ramènent les prises. Je suis curieux de voir ce qu'il y a au milieu de ce filet. Le poisson globe n'est pas le seul danger du lac. Ces eaux troubles cachent une pléthore de chasseurs aquatiques. Ils ont attrapé un serpent. Il était sous mon pied. Je sentais quelque chose bouger. Je me disais que ça devait être un poisson. Je ne suis pas là juste pour les regarder faire. Il faut rentrer dans l'eau pour ramener le filet. Je ne me doutais pas que ça faisait partie de notre accord. Il m'a fait signe d'aller dans l'eau avec eux. Si le poisson globe attaque pour se défendre, alors la dernière chose à faire, c'est de le coincer dans un filet. Je commence à me demander si je ne vais pas être mordu. Quelque chose m'a touché, je l'ai senti. Je ne sais pas ce que c'était. On aurait dit une épine de poisson-chat. Le filet est libre des obstacles qui l'entravaient. Il est temps de voir ce que nous avons capturé. Il y a énormément de poissons différents. Mais je n'ai Dieu que pour un seul. Je crois que je l'ai vu. Il est par là. Le voilà. Ils disent que c'est lui qui mord les gens. Malgré son air pâteau, cet animal possède de fortes mâchoires. Il ne faut pas le sous-estimer. Je fais très attention. J'espère qu'il ne va pas bouger d'un coup. Je vois bien ses dents en forme de cisaille. Maintenant que j'en tiens un, je vais mettre ses dents à l'épreuve. C'était plutôt réussi comme démonstration. Il l'a presque coupé en deux. Il a tranché la colonne vertébrale. Comme le piranha, ce poisson peut découper un morceau de chair en un seul coup de dent. Cette blessure triangulaire ne laisse aucun doute planer. Si jamais ça avait été mon doigt, il aurait tranché net. Et il n'est pas seul. En 20 minutes, nous en avons capturé des douzaines. Tout s'explique. On ne trouve pas de poissons globes au marché. Leur toxine les rend impropres à la consommation. Les pêcheurs les relâchent et ils prolifèrent. Ils sont maintenant des milliers à nager sous les pieds de milliers de personnes. Après tout ce que j'ai vu et entendu, je n'ai pas de doute. Une morsure de tétraodon est tout aussi mortelle et efficace qu'une morsure de piranha. Finalement,
Le Mékong, lui aussi, est un gigantesque terrain miné. Chaque pas peut se solder par une affreuse blessure.